Élèves de 6e 3, 6e 9, 4e 3, 4e 5, 4e 7 et 3e 5. Je suis heureux de vous retrouver, même si c'est par l'intermédiaire de cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vos proches se portent bien. Dans cette situation inédite, nouvelle, de confinement, un peu enfermement, vous êtes censés continuer à travailler, vous n'êtes pas en vacances, je ne suis pas en vacances, et donc il va falloir mettre en place ce qu'on appelle la continuité pédagogique. En d'autres termes, il va falloir se mettre au travail. Alors, d'ordinaire, nous travaillons ensemble dans une classe, en interaction, avec des échanges entre vous et moi. Et là, nous sommes chacun à la maison, donc comment faire court? Où est-ce que nous allons nous rencontrer? Eh bien, nous nous rencontrons sur cette vidéo. Comment travailler? Comment travailler tout seul, à la maison, avec toutes sortes d'ennemis qui vous guettent, qui pourraient vous empêcher de travailler? Quelques petits conseils. Déjà, pour bien travailler, il faut ce qu'on appelle un environnement de travail propice justement au travail. Un bureau rangé, net. Bon, là on est bien. Du matériel, ce que j'appellerais des munitions, quelques stylos, un certain nombre de stylos, du fluo. N'oublions pas les gestes quotidiens importants. Gel hydroalcoolique. À ce propos, un petit conseil, pour que le gel hydroalcoolique fasse tout son effet, il faut opérer une friction jusqu'à ce que le gel disparaisse des mains. Voilà. Donc nous avons notre bureau propre, net. Nous avons de la place, nous avons nos munitions, nous avons notre gel hydroalcoolique. Nous avons en tête que nous ne sommes pas en vacances. Je vous ai parlé tout à l'heure des ennemis qui pourraient vous guetter à la maison et vous empêcher de travailler. Premier ennemi, vous le connaissez tous, le téléphone portable. Alors, bien évidemment, vous allez utiliser votre téléphone portable, mais le temps où vous travaillez, vous mettez le téléphone portable à distance. Deuxième ennemi, la télécommande de la télévision. Eh oui, vous n'êtes pas confiné à la maison pour rester avachi sur votre canapé à regarder des séries ou autres émissions non stimulantes. Dernier ennemi, et non des moindres, la fameuse PS3, PS4. Là, je m'adresse surtout aux garçons. Ennemi chronophage. Chronophage, c'est-à-dire un ennemi qui vous prend beaucoup de temps de manière inutile. Alors, ceci étant dit, donc, nous reprenons un environnement de travail net, un bureau propre, rangé, il y a de la place. Nos munitions, nos gestes importants en ces temps de pandémie. Et nous avons en tête que nous sommes au travail. Sans oublier bien sûr ces ennemis que nous mettons pour l'instant de côté. Alors, quels sont les objectifs? Eh bien, les objectifs sont tout simples. Continuer le travail, avancer le programme. Alors, je vous ai déjà envoyé via Pronote un certain nombre de polycopes. Pour cette première vidéo, nous allons les passer en revue pour faire le point justement sur ces polycopes, sur le travail que je vous ai demandé. Et par la suite, très vite, demain, après-demain, dimanche, je posterai d'autres vidéos sous forme de mini-cours. Aujourd'hui, nous allons simplement faire le point. Pour mes 3e 5, nous regardons l'écran. Je vous ai envoyé un premier polycope qui reprend tous les objectifs du programme d'enseignement moral et civique cette année. Le programme que nous devons faire.
Nous avons déjà fait, en cours d'année, cette première partie. C'est pour ça que j'ai mis ce petit encadré déjà fait. Il nous reste donc à faire la deuxième partie, comment comprendre la République française, une démocratie. Et la troisième partie qui sera courte, voire très courte. L'essentiel du cours à venir nous occupera sur la seconde partie à faire la séparation des pouvoirs, les élections et le rôle du vote, la création d'une loi, citoyens et médias dans une démocratie. Donc voilà ce qui va nous occuper et ce qui déjà vous occupe. Poursuivons. Deuxième polycope envoyé. Le plan précis de cette deuxième partie, les Républiques françaises, une démocratie. Des notions simples mais importantes. Rappel de la définition d'une démocratie. Différence entre démocratie directe et démocratie indirecte ou représentative. La France aujourd'hui est une démocratie représentative. Qu'est-ce que ça veut dire? Les conditions de la démocratie, la séparation des pouvoirs, l'exercice de la démocratie, le vote. La démocratie fonctionne d'abord par le vote, par les élections. Nous verrons donc d'abord le sens du vote. C'est le point le plus important. Les conditions pour pouvoir voter, le déroulement des élections, l'abstention et, dans une seconde partie qui sera beaucoup plus courte, les étapes de l'élaboration des lois en France. Alors, pour cette première partie, je vous ai communiqué un texte à trous avec des documents de référence et un dernier document d'appui. Cette première partie étant assez simple, normalement, vous avez dû compléter le texte à trous qui est à rendre pour lundi prochain. Texte à trous finalement assez simple. Je le remontre, début du texte à trous. Les documents de référence avec les passages essentiels permettant de compléter les premiers mots. Texte à trous en 5 ou 6 parties. Voilà. Donc un texte à trous qui permet de refaire le point sur ce qu'est une démocratie représentative ou indirecte, qui permet de faire le point sur le sens du vote. Le sens du vote, c'est tout simple. Dans une démocratie représentative, quand nous votons lors d'élections, quel est le sens de ce vote? Quelle est sa signification? À quoi cela sert-il? Les conditions pour pouvoir voter, nous l'avions vu déjà en première partie du programme. C'est un petit rappel, le déroulement des élections, autrement dit ce que prévoit la loi électorale. Ce document qui vous aidera également. Voilà, donc vous avez ça à faire et à me restituer pour lundi prochain. Voilà pour les troisièmes. J'insiste sur une chose pour l'instant. Le plus important, c'est de comprendre le sens du vote dans une démocratie indirecte ou représentative. Je vote. Quelle est la signification de ce vote? À quoi cela sert-il? Nous ferons d'ailleurs un rappel sur ce qu'est une démocratie directe, rappel du programme de 6e, avec la démocratie athénienne au 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour mes élèves de 4e, nous avions commencé un chapitre sur ce qu'on appelle les mobilités humaines transnationales. Nous avions discuté sur le sens du titre, le titre officiel au programme, qui paraît un peu compliqué au premier abord, les mobilités humaines transnationales. Une mobilité humaine, son sens, une mobilité humaine transnationale, et en fait nous étions arrivés à la conclusion qu'une mobilité humaine transnationale a un synonyme tout simple que nous connaissons tous, une migration. Donc nous avions donné la définition d'une migration. Alors, évidemment, ce chapitre peut paraître un peu incongru, un peu bizarre en ces temps de confinement, en ces temps justement où les déplacements
à l'intérieur des pays, les déplacements entre les pays, les déplacements entre les continents sont fortement limités de par cette pandémie. Mais c'est le chapitre au programme et c'est le chapitre qui arrive maintenant. Donc, évidemment, nous le traiterons, même si, évidemment, je répète, dans le contexte actuel, cela paraît un petit peu bizarre. Donc, nous avions donné le sens précis de migration, définition géographique. 3 parties dans ce thème. Nous avions fait un débat autour d'une photographie très controversée concernant la mort dramatique d'un jeune migrant syrien du nom d'Alain Kurdi. Nous avions discuté autour de cette photographie. Fallait-il la publier, ne pas la publier? Qu'est-ce qui était le plus choquant finalement? Que cette photographie soit prise, soit publiée, ou bien finalement le plus choquant est-ce le fait que des migrants meurent en mer Méditerranée? Souvenez-vous, je vous ai donné le chiffre. Depuis 2015, 30 000 migrants forcés sont morts en mer Méditerranée. Nous en étions à la deuxième partie, les différents types de migration, les différentes sortes de migration. Deuxième partie, assez courte, simple. Un exercice, un schéma de synthèse à compléter. Voyons ce que ça donne. Voilà ce que je vous ai envoyé en début de semaine. Partie exercice. Alors, rappel de ce qu'est une mobilité humaine. Souvenez-vous, terme géographique vague. Rappel de ce qu'est une mobilité humaine transnationale ou une migration. Notion beaucoup plus précise. 3 types de migration dans cet exercice. Premier type de migration, deuxième type de migration, troisième type de migration. À chaque fois, il s'agit tout simplement de relier les bonnes cases. Exemple, prenons la troisième migration, en fait, celle qui va véritablement nous intéresser dans ce chapitre. Je me sens obligé de fuir mon pays car ma vie est menacée à cause de la guerre, de persécutions politiques, religieuses, etc., de la famine, du terrorisme. Et dans ce cas-là, je me sens obligé de fuir mon pays. Pour moi, c'est partir ou mourir. Vous avez 2 possibilités. Dans ce cas, est-ce que j'effectue une migration intérieure, c'est-à-dire un déplacement à l'intérieur de mon pays, ou une migration internationale? Est-ce que je quitte mon pays? Quand vous avez déterminé la bonne case, on continue. Est-ce que dans ce cas, j'effectue une migration volontaire? Est-ce que je pars librement? Ou bien est-ce que j'effectue une migration forcée? Vous choisissez la bonne case. On continue. Dans ce cas-là, est-ce que je mets ma vie en danger ou est-ce que je ne mets pas ma vie en danger? Etc. etc. Donc, vous suivez le bon chemin. Premier type de migration, deuxième type de migration, troisième type de migration. Alors, j'avais indiqué lundi que ce travail était à me rendre, à me restituer, à me renvoyer. Finalement, dans les dernières instructions, vous avez dû voir que je ne demande plus de me rendre ce travail, vous le ferez tout seul à la maison. Alors, ça c'est la partie exercice et suit ce document qui est un schéma de synthèse qui résume un petit peu ce que vous avez vu dans la partie exercice. Les migrations intérieures, les migrations internationales de type migration volontaire, migration forcée, des cases à l'intérieur de petits textes à trous à compléter. Ça, vous le faites à la maison, c'est sûrement déjà fait, vous le gardez à la maison. Troisième partie de notre cours, l'étude de cas, l'étude d'un exemple. Nous allons étudier l'itinéraire et en fait l'histoire d'un jeune migrant forcé du nom de Kerola. Alors, un petit mot sur les extraits que je vous ai fournis. Les extraits que je vous ai fournis concernant l'histoire de ce jeune migrant sont extraits de cet ouvrage, de ce livre, qui a été publié en 2017. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cet ouvrage, en fait, a été écrit par des élèves de lycée. Si vous avez commencé à lire les documents, vous avez compris un petit peu de quoi il s'agissait. En fait, ce jeune migrant forcé,
qui a mis 4 ans à rejoindre la France en partant de l'Afghanistan. Il est parti à 11 ans, tout seul. C'est une migration forcée puisqu'il se sentait obligé de fuir son pays. Pour lui, c'était partir ou mourir. Eh bien, ce jeune migrant, quand il est arrivé en France, il a obtenu le statut de réfugié. Il a été intégré dans une école qu'on appelle une MFR. Une MFR intégrée à un lycée agricole. Et peu de temps après son arrivée, une enseignante de ce même lycée a fait venir ce jeune migrant forcé dans une de ses classes pour que ce jeune migrant forcé raconte son histoire. Et les élèves ont été tellement émus, tellement secoués par cette histoire, qu'ils ont proposé à leur professeur d'écrire cette histoire. Pourtant, des élèves de bac professionnel, pas forcément très doués en français, dans l'écriture, eh bien, ils ont eu cette envie d'écrire cette histoire et ils ont écrit des textes. Ils ont interrogé longuement ce jeune migrant forcé, ils ont écrit des textes, etc. Et finalement, cette écriture a abouti à la publication de cet ouvrage, dont je vous ai mis certains extraits. Alors, les extraits peuvent paraître un petit peu longs, mais après tout, vous avez le temps, nous avons le temps. Donc, évidemment, le but, c'est de lire l'ensemble de ces extraits. Je vous ai mis une carte, la carte de sa migration de l'Afghanistan jusqu'à la France, avec la traversée des différents pays que j'ai numérotés, Iran, Turquie, etc. Les textes qui correspondent à la traversée de ces pays. Et le but, au final, eh bien, c'est de répondre à ce questionnaire. Et ça, c'est le travail que vous devez me rendre pour lundi, en tout cas en début de semaine. Identifier le document, réaliser le portrait de ce jeune migrant. Que pouvez-vous dire brièvement de son enfance, l'histoire de sa famille, l'âge au moment de son départ d'Afghanistan, à l'arrivée en France, etc. Pourquoi dans ce cas peut-on parler de migration forcée? Préciser les pays traversés, les sentiments qu'il éprouve, les difficultés qu'il rencontre. Pour les questions 5 et 6, petite astuce, vous pouvez mettre ça sous forme évidemment de tableau. Alors, identifier le document. Je rappelle la méthode de l'identification d'un document. Enfin, je vous rappellerai ça plutôt la prochaine fois parce que le temps de la vidéo est limité. Alors, pour finir, je m'adresse à mes élèves de 6e 3 et 6e 9. Alors, là aussi, par le hasard de notre progression, nous commençons un nouveau chapitre. Nous étions sur le MC, nous repartons sur l'histoire. Après avoir étudié le monde grec et ensuite plus précisément la cité-État d'Athènes, nous attaquons Rome, pour faire simple, l'Empire romain, du mythe à l'histoire. Une introduction. Pour cette introduction, je vous ai fait un polycope qui présente l'organisation politique de l'Empire romain. Dans la prochaine vidéo, demain ou après-demain, nous ferons ensemble la première partie. Et ce qui va nous occuper plus longuement, c'est le fonctionnement de cette république romaine. Et évidemment, nous serons amenés à comparer le fonctionnement de la République romaine à la démocratie athénienne. Dans les deux cas, des non-citoyens, des procédures de vote, des citoyens élus ayant des responsabilités, mais beaucoup de différences avec la démocratie athénienne. Donc, cette première vidéo, pour fixer un certain nombre de choses, pas de panique, on est à la maison, on s'organise, un environnement de travail propice au travail. On n'oublie pas tous les ennemis qui pourraient nous détourner du moment de la journée où justement on doit se concentrer. Les premiers polycopes que je vous ai présentés et dans les prochaines vidéos, donc demain, après-demain, nous ferons cette fois-ci de vrais mini-cours. Je projetterai à nouveau ces polycopes, je vous les expliquerai et j'essaierai d'imaginer les questions que vous vous posez et j'essaierai par là même d'y répondre. Voilà mes chers élèves, je vous laisse en ce vendredi soir et je vous donne rendez-vous donc pour de prochaines vidéos demain, dimanche, lundi, mardi, etc.
Passez une bonne soirée et prenez soin de vos proches.